Les Éboulements, admirable village que l'on retrouve dans la belle région de Charlevoix. Son nom étrange, le village le doit à un affaissement de terrain provoqué par un tremblement de terre en février 1663. Érigé en plein cœur d'un ancien cratère, on y retrouve des points de vue spectaculaires sur la région. Plusieurs artistes peintres venus des quatre coins de la planète ont immortalisé ces panoramas grandioses depuis plus d'un siècle. Certains sont tellement tombés sous le charme des éboulements qu'ils y ont même pris racine. Mon nom, c'est Jean-Roch Audette. Je suis retraité. Je me nomme Lise Boivin. J'habite les Éboulements depuis 5 ans. Mon nom est Antoine Bradet. Je demeure aux Éboulements. Ce que j'aime d'ici, tu as toujours une vue sur le fleuve ou à peu près. Peu importe où vous tournez le regard, tout est beau. On peut être en paix avec la nature. Les beaux paysages, l'air pur, le plus beau petit village. J'aime ce village-là. En fait, je ne peux pas dire autre chose que j'aime cet endroit. La région de Charlevoix a été proclamée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Son étonnante géographie, la région la doit à la chute d'une météorite de 15 milliards de tonnes il y a 350 millions d'années de cela. La petite municipalité Les Éboulements, qui compte un peu plus de 1000 personnes, est située à 120 km de la ville de Québec. Les débuts des éboulements, ça commence en 1663 avec l'octroi d'une première seigneurie. Les premiers colons qui sont venus ici sont venus pour l'agriculture. À cause du relief, on se rend bien compte que c'était une région qui n'était pas nécessairement propice à une grande agriculture. On est sur le plateau laurentien, puis quand on le regarde comme il faut, on se rend compte qu'il est très bosselé. Le sol est en bonne partie rocheux, en tout cas on le voit, il y a des tas de pierres un petit peu partout. Alors ça n'a pas été des débuts faciles pour les agriculteurs ici. Le village des Éboulements est un beau village à cause de son site exceptionnel. C'est le fait qu'on retrouve ce village-là sur le sommet du plateau laurentien, en bordure du fleuve, avec des caps, sur une très longue pente. Quand on le perçoit de loin, comme ici, en fait, on est capable d'avoir son image globale, ce qui n'est pas évident pour tous les villages. On est capable vraiment de percevoir cette ligne-là qui est comme une nervure, une grande colonne vertébrale qui part du sommet et qui descend vers le bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de l'image externe qu'on peut avoir du village, on peut avoir aussi une image à partir du village. C'est-à-dire qu'à cause de cette fameuse pente-là, quand on est au sommet du village et qu'on descend, on a donc des grandes perspectives visuelles. Alors, on voit à ce moment-là, à gauche, le fleuve, on voit l'île aux Coudes, on voit Saint-Joseph-la-Rive, puis on voit évidemment la suite de cette grande plateforme accidentée qui se continue devant nous. L'architecture est relativement modeste aussi. C'est l'architecture, je dirais, typique qu'on retrouve dans la région de Charlevoix. Une architecture de colonisation tardive, donc des cottages unifamiliaux, des constructions en bois en règle générale. Et ça en fait une entité, je dirais, assez représentative des villages qu'on retrouve dans Charlevoix sur le sommet du plateau. Je m'appelle Umberto Pinochet et je suis artiste et peintre. Alors moi, je suis ici seulement depuis 9 ans, bientôt. Moi, je suis à la recherche de moi-même.
Et puis, les éboulements, pour moi, c'est ma deuxième vie. Je vivais au Chili, je représentais des compagnies canadiennes, j'avais 52 employés. C'était des années qui avaient été pénibles pour mon travail artistique, alors je voulais retourner aux sources. La vie m'avait donné un talent que je n'avais pas exploité comme je devais, et puis c'était le moment de corriger. Alors j'ai tué Umberto Pinochet, l'entrepreneur en business, et puis j'ai donné une deuxième naissance à l'artiste que j'ai toujours été, là. Je me suis dit, je me prends au éboulement une petite maison qui va me permettre de faire face à la tempête. Et puis je vais pouvoir glorifier l'indépendance qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir peindre ce qu'on a envie. Alors voilà ma deuxième vie. C'est celle que j'aime, celle que je veux. Et j'ai suivi à quelque part les pas là, des bien d'autres artistes qui sont venus peindre dans cette région. Puis certains d'eux, ils se sont installés, puis ont vécu ici pour le plus grand plaisir de l'art canadien. Les ingrédients que les artistes cherchent et puis qu'ils retrouvent dans cette région-là, c'est d'abord une variété des volumes, la montagne, des vallées avec des rivières qui venaient jusqu'au fleuve, les fleuves, qui est un accident extraordinaire, porteur des nuages. Compochage, c'est un petit format, c'est une esquisse, c'est une œuvre préparatoire. Et puis parfois, là, la grâce nous touche, puis on peut faire une petite pièce qui peut traduire de façon spontanée là, quelque chose qui est vraiment là. Ça, c'est une chasse qui est intéressant parce que tu trouves toujours de quoi. Toujours de quoi ramener à la maison. Des petites choses simples comme ça. Tu sais jamais qu'est-ce qu'ils deviendront. Moi, j'adore. Tu vois tous ces aspects changeants qu'il y a dans les paysages. Tu es installé, puis on dirait que tout bouge autour. Il y a quelqu'un qui fait ton éclairage, il y a quelqu'un qui tasse les nuages, qui te propose différentes alternatives de la même chose. C'est mon arrière de maison, c'est la même place que je vois, là, puis à chaque fois que je viens ici, c'est toujours différent. C'est ça, Charlevoix. C'est la variété, là, c'est les nuages qui se déplacent puis qui dessinent les paysages constamment, de façon différente. C'est jamais pareil. Ça, c'est bien. Je ramène mes esquisses, puis je réfléchis. Je peux tout réorganiser les choses autrement. Ce qui est important, c'est en arriver là, à une toile qui va être comme nous, on désire. Je suis très heureux. J'ai appris à retrouver le bonheur dans les petites choses simples de la vie. Avec les années, j'ai appris à me connaître aussi. Et puis, j'essaie de faire un parcours dans la vie avec les désirs profonds d'en arriver à accomplir mes rêves. Vous voyez derrière moi le bâtiment dans lequel se trouvait l'ancienne forge de village d'Arthur Tremblay. Elle est située dans un point névralgique au centre du village, au carrefour de plusieurs chemins qui mènent notamment au rang derrière et à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et si on est ici aujourd'hui, c'est parce que la forge, en réalité le bâtiment et son intérieur ont été magnifiquement conservés. On pourrait dire que c'est une sorte de petit musée. Et il y avait un appentis sur le côté qui est transformé maintenant en boutique et où on vend de la poterie. L'établissement d'une forge ici remonte à 1891. C'est l'époque où Hermel Tremblay, le premier forgeron, vient s'installer sur le lot ici. En 1891, il est encore à la mode, dans une région rurale comme ici, de construire un bâtiment de style Second Empire. Une fois la maison construite, Hermel Tremblay a besoin d'une boutique de forge. Il y en a une déjà sur le site, mais elle ne fait pas son affaire, elle est dans un mauvais état. Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse pas la tête, il achète une autre maison qui fait déménager ici. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est une maison qui a été transformée en boutique de forge. Il a dû pratiquer une grande ouverture sur le côté pour pouvoir faire entrer quoi? Bien, on l'imagine facilement, des chevaux, parce que ça faisait partie de son métier. Aujourd'hui, ça a été repeint
C'est ce qui peut donner l'impression d'un édifice qui est peut-être récent, mais il ne l'est pas en réalité. Les revêtements extérieurs, les chambranles autour des ouvertures, tous les éléments de menuiserie sont des éléments authentiques de la fin du 19e siècle. Moi, je me nomme Kevin, j'ai 18 ans. Je suis mécanicien avec mon père. Je me nomme Raphaël, j'ai 19 ans. Moi, je devrais travailler au chantier maritime à l'île aux Coudes comme soudeur-monteur. Moi, je me nomme Lucas Deschaines et j'avais des éboulements aussi et j'ai 20 ans. Comme moi, j'étudie en gestion de commerce pour sûrement partir en entreprise ici aussi aux éboulements parce que je veux sûrement rester ici. Moi, j'aime bien ça, le rythme de vie qu'on a ici. Après ça, ici, c'est beaucoup familial. La famille nous offre des emplois d'été comme ça, s'occuper de l'agriculture, les jardins. C'est sûr que les salaires ici, c'est moins haut qu'en ville, mais le rythme de vie est moins haut aussi. T'as moins de chances de dépenser. T'as pas de magasin à tous les coins de rue. J'aimerais, c'est sûr, que les jeunes ne quittent pas tout ce village puis essayent de rester le plus possible ici. Faire une progéniture, puis faire quand même grandir le village. Comme c'est parti là, bien, ça diminue de jour en jour quasiment. Moi, je voudrais que ça vienne plus gros en industrie, mais pas trop non plus. Plus gros village un peu, mais sans que ça vienne trop gros comme ville. Je m'appelle Jean Leblanc, je suis producteur maraîcher installé aux éboulements par choix et par plaisir. Quand je suis arrivé aux éboulements, c'était en 1970. Je venais de quitter Radio-Canada où j'étais réalisateur. Quand on arrive sur une ferme à 40 ans, on a derrière soi assouvi tous ces plaisirs de sortie en ville, de théâtre, de cinéma, de restaurant, de cocktails, surtout dans le métier que je faisais. D'animation, de communication. Alors, on est prêt pour le silence et la paix. On est prêt pour vivre pour soi. On est prêt pour une sorte de vie intérieure. Et enfin, parler à ses légumes. C'est toujours moins de trouble, parler à ses légumes qu'à ses collègues. J'ai fait mille et une choses. J'ai toujours été entouré d'artistes, mais j'étais un peu leur impresario. Il fallait que je me trouve une forme d'expression artistique à moi. Et ça a été mes jardins. Je suis devenu un peintre avec une superficie de 3 hectares de tableaux à faire à chaque année. À l'automne, on l'efface, mais on recommence. Quand on a acheté ça, c'était pour régler un problème de vacances. Mais jamais on s'attendait que le pays soit si envoûtant pour nous et qu'on se fasse prendre à l'hameçon à ce point. Alors, la question m'est venue dès le premier été. Qu'est-ce qu'on fait pour y rester à l'année, quitter Québec et s'installer ici pour de bon? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'avais des copains chefs à la suite d'une série d'émissions que j'avais fait sur la gastronomie. Et quand j'ai dit à mes copains chefs que j'avais trouvé cette ferme ici aux éboulements, avec des champs, on m'a dit, ils m'ont dit, il faut que tu fasses tel produit, parce que ça n'existe pas à l'époque. En 70, il n'y en avait pas. Alors, la conjoncture se prononçait assez bien d'associer le besoin des chefs et mon goût de m'installer ici à demeure. Alors, tranquillement, sur la période de 7-8 ans, je suis parvenu à m'installer pour de bon en 78. Alors, quand je travaillais à Québec, c'était du 9 à 5. Puis à partir du moment où j'ai travaillé aux éboulements dans mes jardins, c'était du 5 du matin à 9 h du soir, 7 jours par semaine. Ça a été délirant les premières années. Maintenant, avec le temps, avec la stabilité, avec l'expansion et avec une équipe beaucoup mieux organisée, on travaille énormément, mais moi, je suis à lève-tôt. À 5 h du matin, je suis quand même debout et à 6 h dans les jardins. Mais à 4h30, 5 h, je suis dans le bain tourbillon parce que j'ai mal dans le dos. Au tout début, les chefs venaient travailler avec moi dans les jardins. C'est pour ça que ça s'est vite appelé le jardin des chefs. Et encore maintenant, il y a des chefs qui viennent
au moins visiter les jardins pour être certain de ce qu'ils veulent et découvrir les choses que des fois je leur cache. Parce qu'un chef peut avoir telle chose, tel besoin, puis qu'il ne veut pas que je le dise aux autres pour avoir l'exclusivité. C'est extraordinaire de pouvoir venir rendre visite à gens ici parce qu'on voit dans ces champs les produits. Ça donne déjà même des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment la prochaine assiette, la prochaine création sera. On ressent beaucoup de choses ici. C'est extraordinaire comme site, comme milieu. Moi, ça m'inspire beaucoup. Ici, vivre aux éboulements, sur la ferme, dans le silence, on a tellement de compensation par la beauté du décor, que ce soit en hiver ou en été, que je pense pas beaucoup à la ville. Je travaille pas dans mes jardins. Je m'amuse, je joue, je m'occupe, je fais des châteaux de sable dans mes terres, comme d'autres vont jouer au golf. J'ai dépassé l'âge de la retraite. On a songé à rentrer en ville, mais on a éliminé ça tout de suite. J'imagine pas finir mes jours autrement et ailleurs. La seule crainte que j'ai eue pendant un certain temps de perdre ce milieu-là, c'était pour des raisons financières, parce que c'est pas payant de gagner sa vie avec les légumes. Il faut savoir ne pas avoir besoin d'argent. La seule hantise que j'ai, c'est de faire faillite. On retrouve ici aux éboulements une concentration de caveaux à légumes. Il est certain qu'on peut en trouver ailleurs au Québec, mais l'existence d'un caveau à légumes, c'est lié à la topographie. Il faut qu'on ait une bonne pente, parce que le principe du caveau à légumes, c'est une cavité, en fait, qui est comme creusée dans le sol. C'est une sorte de dépense froide, finalement, extérieure. L'idée derrière ça, c'est d'entreposer en fin de saison, c'est-à-dire à la fin de l'été et début de l'automne, les produits de la terre. Donc, de façon générale, des légumes et possiblement aussi des fruits comme les pommes. On le construit de la façon suivante. D'abord, il faut qu'on creuse une assez grosse cavité dans la terre. On construit là des murs de maçonnerie. On met un toit, on recouvre de terre et par-dessus tout ça, on remet un autre toit qui est une couverture en bois recouverte de bardeaux. Il y a seulement une façade qui est accessible, et c'est là qu'on place une porte pour avoir accès à l'intérieur du caveau. En fait, je dis une porte, il y a même deux portes. Il y a une porte extérieure et une porte intérieure. C'est donc le principe de la double porte pour être sûr de conserver la fraîcheur à l'intérieur du caveau. On peut observer ici, aux éboulements, que les caveaux sont encore utilisés couramment par les cultivateurs et possiblement par les petits maraîchers du coin. Le patrimoine n'est pas un concept abstrait pour la région. La municipalité régionale du comté de Charlevoix offre depuis peu, aux propriétaires qui le demandent, les services d'un architecte pouvant les conseiller avant d'entreprendre leurs travaux. Mais pour certains, redonner une deuxième jeunesse à une demeure ancestrale est une aventure bien personnelle. Mon projet de retraite, c'était de réparer une vieille maison. Puis mon père avait une vieille maison que j'aimais, puis c'est elle que j'ai réparée. Oui, j'ai refait les bardeaux, le travail de bardeaux, c'est tout refait à la main. Ça fait que j'en faisais un mur par année, un côté. Ça fait que c'est pas vite, ça prend de la patience, c'est long. Moi, quand j'étais jeune, elle était là, la galerie. Puis quand je suis revenu, ben, elle n'était plus là. Ça fait qu'il faut que je la refasse. J'ai gardé le bardeau de sel pour garder le style de la maison. La maison, on ne peut pas la changer, elle est là. C'est pour ça qu'on aime ça. Moi, j'aime ça trop. Parce que je veux vivre dans une vieille maison. Si je la refais en neuf, c'est plus une vieille maison, là. C'est comme une langue. Une langue, si tu ne parles pas, elle disparaît. Mais une bâtisse, c'est la même chose. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne fais pas attention pour les conserver, ces bâtisses-là, ils vont aller où? Il n'y en aura plus. Dans 50 ans, ils vont dire ce qui était ce monde-là.
n'ont pas existé. Non, je suis fier, c'est vrai, je suis content. Oui. C'est pas complètement fini, mais ça achève. Je suis content. On est ici dans un site exceptionnel, celui du moulin La Terrière, qui est ouvert au public. C'est un site exceptionnel à cause des caractéristiques physiques du lieu, dédoublement d'une rivière, magnifique plan d'eau devant le moulin. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette nature se marie un édifice de la fin du 18e siècle qui est dans un état d'authenticité assez exceptionnel. Le moulin qu'on trouve ici, c'est le deuxième moulin en réalité, parce qu'il y en a un premier qui avait été construit en bas du plateau, proche du fleuve, à côté de la rivière des Boudreaux. Celui-ci a été construit en 1798 et c'est une structure en fait traditionnelle, typique du 18e siècle. Un gros carré de maçonnerie étalé sur plusieurs étages, maçonnerie de moellon avec du crépi qui recouvre les murs, avec un toit à 2 versants. Ce qui est très intéressant, c'est que le moulin a conservé une bonne partie de son mécanisme intérieur et les visiteurs qui le souhaitent pourront rentrer à l'intérieur et admirer une bonne partie du mécanisme ancien qui fonctionne toujours. En plus du moulin, sur le site, il y a aussi, juste de l'autre côté du petit bras de la rivière, l'ancien manoir seigneurial. On retrouve aussi sur le site un ancien moulin à scie, qui lui est plus récent, moulin pour débiter le bois. Et aussi une petite chapelle de procession qui, curieusement, n'est pas d'origine, mais provient de Saint-Nicolas, près de Québec. Elle avait été déménagée ici sur le site dans le but de la protéger. Ce qui est le plus beau ici aux éboulements, ce que j'aime surtout, c'est son histoire. Le patrimoine se protège d'une façon naturelle. Il faut que ça soit à l'intérieur des gens. On a tout rénové chez nous. Je le fais pour moi, je le fais, c'est sûr, pour que les gens trouvent ça beau. Mon plus grand souhait pour le village des éboulements, c'est qu'il puisse rester le plus possible authentique, mais de lui-même d'une façon le plus naturelle. Et que s'il arrive une maison neuve, qu'elle puisse s'harmoniser avec le village même. Le souhait que je pourrais faire, moi, ce serait que les gens demeurent en harmonie, puis continuent de le rendre coquet, le village. Parce que depuis quelques années, les gens sont plus fiers de leur village, contrairement à ce que j'avais connu dans le passé. Et ça, c'est agréable.